Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez sûrement vu si je me suis bien débrouillée lors du montage, je suis allée à Smith & Son et je vais donc vous faire un petit book haul que j'avais déjà tourné avant qu'il n'y ait des bruits de marteau-piqueur qui m'interrompent. Ces derniers jours, il y avait donc une promotion chez Smith & Son jusqu'au 25 juillet où dès l'achat de 2 livres, il y avait le 3e offert et j'en ai donc profité. Ici, il y a donc mes 3 trouvailles. Il y en avait donc un que j'avais mis de côté et il s'agit de Sunburn de Chloé Michelle Howard. Ici, on va suivre une fille qui s'appelle Lucy, qui a 15 ans, qui rencontre une de ses camarades et qui en tombe éperdument amoureuse. Elle va donc découvrir son homosexualité, sa lesbianité et va s'enchaîner une relation d'emprise au cœur d'une Irlande des années 90 qui est corselée par la bien-pensance et par le conservatisme. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les internets, mais pour autant, les personnes que j'ai entendues en parler n'en ont fait que des bons retours. Le deuxième que j'ai pris, c'est donc un livre d'une autrice que j'ai lu il y a très peu de temps, puisque la semaine dernière, j'ai terminé Penance de Eliza Clark. Ici, j'ai pris son premier roman qui s'appelle Boys Part. Ça se passe à Newcastle et on va suivre Irina, qui est passionnée de photos et qui, lorsque le bar dans lequel elle travaille la met en congé, arrive à obtenir une place dans une exposition photo à Londres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle prend des photos d'hommes qui deviennent ses modèles, va s'enchaîner des relations assez tumultueuses avec ces individus. Ça va devenir très noir et très unhinged. Je crois que je vais beaucoup aimer, même si les avis ont été beaucoup moins dithyrambiques que pour son deuxième roman. Le dernier livre que j'ai pris, il s'agit de 7 Days in June de Tia Williams. Ici, on va suivre 2 auteurs. Elle est une autrice de romances érotiques et lui est un homme qui a gagné beaucoup de prix dans le cadre de la littérature. Ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent lors d'un événement littéraire. Ils ne se connaissent pas à première vue, sauf que il y a 5 ans, il me semble, ils ont passé une semaine ensemble où ils ont été éperdument amoureux. Ils vont essayer de cacher cette attirance certaine, mais pour autant, il est difficile de la feindre et donc on va les suivre lorsqu'ils se retrouvent, sachant que notre héroïne principale est aussi mère célibataire et je pense que ça va avoir une incidence dans cette histoire. On m'en a parlé comme étant de la literary fiction, donc de la fiction contemporaine, avec des empreintes de romance et non pas une romance à proprement parler. J'y porte beaucoup d'espoir. J'en avais parlé dans un vlog précédent où j'avais essayé de le trouver et là je l'ai en première main. J'adore cette couverture au passage, même si les gommettes sur les livres imprimés et qu'on ne peut pas enlever m'énervent un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous apprendrez qu'il a été sélectionné pour le club de lecture de Reese with the Spoon. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés dernièrement. Je me suis retenue, à vrai dire, mais on verra si j'en achète très bientôt. Je crois que ça va être le cas, de toute façon, quand je vais rentrer chez mes parents, étant donné qu'il y a des livres que je voulais trouver et qui ne sont pas disponibles à Paris. Mais bon, là pour l'instant, je vais vous parler du livre que j'ai entamé hier et dans lequel j'ai déjà bien avancé. Hier, j'ai donc débuté Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Quadra. On est dans les années 30 en Algérie et on suit Younes qui est un petit garçon dont la maison s'est effondrée ou du moins a disparu à travers un intempérie assez important puisqu'il ne peut plus y résider. Il se rend donc avec sa famille chez son oncle et sa tante, par qui il va être plus ou moins élevé. Et son père est quelqu'un d'assez violent, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et il le fait porter sur les épaules de son fils, même si c'est encore un enfant. Et il avait donc une exploitation agricole qu'il a fait fructifier, mais qui est partie en fumée avec ce que je viens de vous évoquer. On sent la place que la pensée masculine prend dans cette communauté et dans cette famille. Mais afin d'être un petit peu plus précise, je préfère vous en lire le résumé. Algérie, dans les années 1930. Les champs de blé frissonnent, dans 3 jours les moissons le saluent. Mais une triste nuit vient consumer l'espoir, le feu, les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père. Et de pleurs, la vie de Younes ne manquera pas. Confié à un oncle pharmacien dans un village de l'Oranais, le jeune garçon s'intègre à la communauté pied-noir. Noue des amitiés indissolubles françaises, juives, les doigts de la fourche comme on les appelle. Et le bonheur s'appelle Émilie, une princesse que les jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans un déchaînement de violence, de déchirure et de trahison, les amitiés se disloquent, s'entrechoquent. Femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance. Et pour l'instant, j'en ai lu 200 pages sur 440.
et j'aime beaucoup la plume. On est vraiment immergé dedans. C'est un récit initiatique qui me plaît beaucoup. Je sais pas si le fait de l'appeler récit initiatique est très pertinent, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser, et ça a beaucoup de profondeur, notamment quant à la pensée qui règne en Algérie avant la Seconde Guerre mondiale. Ça se sent, on sent tout le colonialisme qui y règne aussi et le poids de l'Europe. Je vous en ferai un retour un petit peu plus complet quand j'aurai avancé, mais il y a des phrases qui me captent. Je suis très prise par la sensibilité que m'amène le personnage principal. On est vraiment de son point de vue et on sent toute la pesanteur qu'il y a sur ses épaules, alors que c'est encore un enfant, un adolescent à l'heure où j'en suis. Et j'ai hâte de voir quel homme ça va devenir et quel sentiment il va éprouver envers cette Emily ou les femmes qu'il va rencontrer à travers son périple. L'autre livre que je lis actuellement, il est en numérique sur ma tablette et il s'agit de In the Dream House de Carmen Maria Machado. Ce livre, c'est un mémoire de l'autrice qui raconte sa relation amoureuse avec une femme qui a été très inégale. Sous forme de bribes, de chapitres qui font moins de 5 pages en règle générale, elle va revenir sur des éléments de sa vie avec cette femme et aussi avant. On voit que la narratrice questionne sa sexualité au moment où elle rencontre cet amour quasi intolérable par la violence psychologique qui l'amène. In the Dream House, c'est une métaphore pour représenter justement celle qui l'a gardée sous son joug. C'est empreint de cynisme, de sarcasme quant à cette détérioration de sa propre personne. Ça me fait beaucoup penser à Couplets, dont je vous avais parlé il y a quelques mois, et on sent cette tension, cette dévotion complète. J'aime beaucoup la plume. J'aime la subtilité par laquelle elle amène toutes ces réflexions, toutes ces violences qui sont peu évoquées dans les relations queer et dans les relations lesbiennes. Et c'est aussi l'enjeu qu'elle voulait mettre dans son livre. Même si je suis pas très loin dedans, je trouve que c'est très très bien fait. Je vous évoquerai ce que je lirai plus tard dans la semaine dans d'autres plans. Mais pour l'instant, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve très très rapidement, je n'en doute pas. Je vous retrouve et je peux enfin vous parler sans avoir de bruit de travaux alentours, et je dois avouer que ça me fait beaucoup de bien. Je reviens pour vous dire que j'ai terminé le livre que j'avais entamé il y a quelques jours et dont je vous avais brièvement parlé, et qui n'est autre que Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Quadra. Comme je vous le disais au début, on suit Younes dans les années 30 en Algérie. Younes est donc élevé par son oncle, pharmacien, ainsi que sa tante, et il rencontre plusieurs enfants, notamment une jeune fille qui s'appelle Emily, et pour qui il commence à développer des sentiments. Mais cet amour va être un peu entaché par les relations alentours, que ça soit amicales ou charnelles, mais je ne vous en dis rien puisque c'est aussi un tout dans le livre que de savoir ce qui se passe au niveau des relations amoureuses et des interconnexions entre les personnages. C'est à la fois drôle, c'est politique, c'est profondément humain, c'est une métaphore des sentiments dans leur découverte. J'ai adoré ce personnage, j'ai adoré ses relations avec ses amis, j'ai adoré ses amis en eux-mêmes, adoré l'aspect politique du roman, la façon dont l'auteur montre les sentiments. J'ai adoré suivre ces personnages sur 80 ans et voir les changements de société, de pensée, les évolutions, les parcours de vie. Younes, comme je vous le disais au début, c'est un enfant quand on le rencontre et on le voit arriver jusqu'à la fin de sa vie, lorsque c'est un grand-père. On redécouvre notre histoire à travers ses yeux. On redécouvre le contexte algérien, pendant notamment la Seconde Guerre mondiale, mais bien après encore, jusqu'à notre époque contemporaine. C'est une fresque historique à la fois, tout en étant une ode à la vie, à l'amour, aux amitiés et aux liens qu'on tisse. À chaque fois que je lisais ce roman, je pensais à des gens à qui je devais le recommander. Des gens qui aiment à la fois les romans historiques, mais avec une part très contemporaine, qui
veulent découvrir le monde tout simplement, mais qui veulent aussi avoir un aspect très empathique dans les personnages qu'ils rencontrent. J'ai été très touchée par le personnage principal, très heureuse d'avoir découvert ce livre. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un livre qui vaut vraiment le détour, que j'avais déjà vu passer dans des sphères très différentes les unes des autres, que ça soit sur les réseaux sociaux ou à travers des médias traditionnels, et que ça vaut vraiment son renom. Yasmina Quadra, c'est le premier livre que je lisais de lui et je n'ai pas été déçue du détour. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur l'Algérie et sur le contexte aussi humain, sur la culture en elle-même, sur la manière de réfléchir, de penser et de concevoir la vie, lisez ce livre. Depuis que j'ai terminé ce livre, je n'ai pas repris de lecture papier à proprement parler, mais vu que je suis rentrée chez mes parents, j'ai refeuilleté à nouveau cette bande dessinée / ce roman graphique Histoire de France au féminin de Sandrine Mirza et Blanche Chabat. Donc Sandrine Mirza, c'est une historienne, elle est autrice pour la jeunesse depuis plus de 20 ans, elle est publiée chez Casterman et elle a notamment scénarisé ma première mythologie et ma première histoire de France en BD. Et Blanche Chabat, c'est donc une autrice de bande dessinée et militante féministe et climatique. Elle est membre du collectif de collage contre les féminicides. Elle milite pour les droits des femmes et des personnes queer, notamment via son compte Instagram, La Nuit remue Paris. Depuis 2020, elle travaille avec divers médias engagés, Matinka Journal, Tilt, l'Humanité et des associations Action contre la faim, Aide, Parents et féministes. Et en 2022, elle a publié Mythes et Meufs chez Dargaud. Vous devez peut-être reconnaître ses dessins. Pour l'instant, j'en ai lu un peu moins de la moitié, je le feuillette de temps en temps. Actuellement, je suis dans la période Renaissance puisqu'on va retracer la fresque de l'histoire de France avec le contexte des femmes. Il y a un moment où on traverse la Gaule et c'est vrai que lorsqu'on parle de la Gaule et des Gaulois, on a peu de représentation de femmes et ça m'a fait plaisir de me remettre en question à travers ces dessins. Maintenant, l'approche est beaucoup plus destinée à un public plus jeune. On commence l'histoire avec une grand-mère qui explique l'histoire de France à ses petits-enfants. Et donc, le discours est adapté à ce lectorat. Je me sens du coup très peu investie dedans. Ça m'en apprend, mais le ton fait que je reste à distance. L'autre point que je trouve un peu lacunaire, mais sûrement parce que j'ai du mal à décortiquer les mots, c'est justement que l'écriture semble être faite assez rapidement. Et du coup, il y a des phrases, il y a des lettres que j'ai du mal à décortiquer. En tout cas, si vous avez des petites cousines, des petits frères, des petites sœurs, parce que je pense que ça peut aussi être destiné à un public masculin, eh bien je pense que ça peut servir pour les jeunes générations. Et puis vu que j'ai terminé un livre au format papier, évidemment, il y en avait un autre que j'avais en tête et que je crevais d'acheter, qui n'était pas disponible à Paris et qui était disponible à Dijon. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. Grâce à l'argent qui était sur ma carte Fnac lorsque j'ai acheté cette sublime caméra avec laquelle je filme, j'avais 70 € offerts. J'en ai donc profité pour acheter Les Nageurs de nuit de Thomas Jedrowski. Et je l'ai posté en story hier et vous avez été plusieurs à me dire qu'il était génial. L'intrigue en elle-même me donnait envie. Et lorsque je l'ai vu à Smith Son la semaine dernière, j'ai failli l'acheter en VO. Mais je me suis dit que j'allais économiser un peu d'argent et que j'allais profiter du fait qu'il soit sorti en poche. Pologne, 1980. Ludwig et Jan Suz, étudiants, tombent amoureux autour d'un roman interdit de James Baldwin. Mais à Varsovie, sous le joug d'un parti soupçonneux, leur relation doit rester clandestine. Alors que Jasnuz veut rentrer dans le rang du parti, Ludwig s'insurge contre la politique injuste de son pays. Chacun d'eux se trouve confronté au choix d'une vie. Faut-il trahir ou se trahir pour protéger ceux que l'on aime? Ça c'est drôle parce que ça me fait penser, que ça soit par la couverture ou par le fait que ça soit un roman queer, à Call Me By Your Name. Alors aussi distancé soit le résumé, mais dans l'idée il y a quelque chose de cet acabit. Ça me fait aussi penser à L'Ami retrouvé. C'est un livre que j'ai adoré, qui est relativement court et qui se place dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ça semble être un savant mélange entre les deux, de livres que j'ai adoré l'un et l'autre. J'ai des petites idées de dans quel contexte je compte le lire, mais on s'en reparle très bientôt. Je ne sais pas si à la suite de mes dernières lectures et en parallèle de celles que j'ai commencées, je lis donc celui-ci ou celui-ci puisque j'attendais depuis très longtemps de m'y mettre. Mais je pense que je vais le commencer au format papier lorsque j'aurai terminé In the Dream House de Carmen Maria Machado dont il faut absolument que je vous parle. J'ai donc continué le livre de Carmen Maria Machado en EPUB sur ma tablette et waouh, je vous disais auparavant que c'était un mémoire. C'est le cas, mais c'est écrit d'une telle manière qu'on se sent totalement immergé. Elle nous fait une confession et elle se parle à elle-même, à la deuxième personne du singulier.
Je vous disais dans un plan précédent que In the Dream House, c'était une personnification de cette relation néfaste qu'elle a eue avec une femme. C'est semi-vrai. C'est-à-dire que j'ai avancé et que là j'en suis à un moment où elle explique que après le polyamour qu'elles ont vécu avec la première compagne de celle avec qui elle entretient un amour, elles ont décidé de n'être qu'exclusives et de prendre une maison toutes les deux. Et je suis arrivée au moment où elles commencent à vivre ensemble. Après quelques petits épisodes de violence antérieure à cette cohabitation, celle qu'elle aime commence à être vraiment oppressante. Et elle a toute une réflexion sur ce que représente la maison. Elle reprend notamment cette expression qui laisse à croire que la maison est un sas de sécurité. Et elle explique que c'est absolument pas le cas. La figure du bourreau est souvent représentée par un homme, parce que c'est la majorité des cas, mais que c'est très peu évoqué dans les relations queer. J'aime le fait que cette autrice mette en lumière ces problématiques avec son propre vécu. J'aime le fait que les chapitres soient courts parce que ça nous permet de mettre le point sur des éléments très précis grâce à des épisodes de cette relation. J'avais jamais lu de Carmen Maria Machado, je suis pas déçue du chemin. Nous sommes 1 ou 2 jours plus tard, et je viens vous dire que j'ai terminé le livre de Carmen Maria Machado. Comme dit dans le plan précédent, l'autrice revient sur cette relation néfaste et abusive. Elle retrace ce parcours, ce chemin et cette désillusion. On va voir à travers 5 parties la manière dont cette femme a usé des sentiments de l'autrice pour dépasser les limites de l'acceptable. On va traverser à la fois l'Iowa, mais aussi d'autres États. On va voir cette relation à distance aussi entre les deux femmes. Au début du livre, on traverse cette relation polyamoureuse qui s'avère finalement être de l'adultère. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que, en règle générale, les mémoires sont écrits à la première personne. Et ce que je trouve assez innovant et assez brillant, assez personnel et d'autant plus touchant pour le lecteur, c'est que l'autrice parle à la deuxième personne du singulier, à celle qu'elle était quand elle a rencontré cette femme. À travers ses écrits, on voit qu'elle cherche une forme de rémission tout en étant très désabusée sur la chose. Il y a un sarcasme et un cynisme par rapport à ce qu'elle relate que je trouve absolument brillant. C'est caustique alors que ça parle de quelque chose d'absolument affreux. Et je ne sais pas si ça se voit beaucoup dans mes vidéos, mais je suis quelqu'un qui est très sensible au sarcasme. C'est-à-dire que j'ai un mantra qui est tant qu'il y a du sarcasme, ça veut dire que ça va bien. Et j'en abuse allègrement pour dédramatiser un nombre d'éléments du quotidien qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Et là, elle m'a touchée aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'elle a une manière de montrer la cruauté et l'abject avec énormément d'humour. Même dans la préface, elle explique que simplement elle déteste ça et qu'elle ne le lit jamais, qu'elle comprend pas l'intérêt d'avoir une préface si on développe un livre sur 500 pages. Et dès le début, on a un avant-goût du ton qui va être donné au livre. Dans un mémoire, on peut pas juger au sens où c'est un récit personnel qui nous est conté. On peut pas juger les événements. C'est pas comme quand on lit une œuvre de fiction, on dit j'aurais aimé que ça se passe de telle manière ou de telle autre manière. Là, ce sont des faits avéré et ce mémoire-là se détache de tous ceux que j'ai pu lire auparavant par l'angle par lequel elle a voulu le prendre, par la manière dont elle a voulu retranscrire ses sentiments et retranscrire la personne qu'elle était lors de sa découverte de l'homosexualité. J'ai adoré les 3/4 du livre. Je l'ai défoncé. Les 100 dernières pages, je les ai lues mais d'une traite, one sitting comme diraient les anglophones. Cependant, les 2 dernières parties m'ont été beaucoup plus lointaines que les précédentes. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup revenir sur la manière dont ses amis lui ont permis de mettre le doigt sur ce qui allait pas dans cette relation. Elle-même, elle est arrivée aux réponses qu'elle attendait à la suite de cette rupture faite par Skype. C'est très intéressant, mais je pense que si elle avait réduit ne serait-ce que de 50 pages, ça aurait très bien suffi. À la fin, cependant, elle nous fait tout un épanchement sur ce pourquoi elle a décidé d'écrire ce livre, sur le fait qu'il y a des représentations queer de violence, mais qu'il y en a très très peu et que c'est très niche, très caché. Elle dit aussi que le premier livre qui parle de violence au sein des relations queer, il a été écrit lorsqu'elle est née et que pour autant, elle a dû aller faire des recherches approfondies dans des bibliothèques et dans des bases universitaires pour le trouver. Et ça met l'emphase sur le fait que ça soit tu
au-delà du fait que ça soit un récit personnel et un mémoire, il y a vraiment une qualité stylistique qui est indéniable. Donc s'il vous intéresse, je vous conseille de le lire. Il est disponible en anglais et il est disponible en français aussi. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Et enfin, comme je le disais dans le plan précédent, j'étais tiraillée entre deux ouvrages et je me suis décidée à lire Seven Days in June de Tia Williams. Il me semble, je vous en ai parlé au début du vlog, je l'ai acheté à Smith & Son dimanche dernier. Dans ce livre, on suit Eva Mercy, qui est une autrice de romance érotique et qui doit assister à un événement littéraire à New York. Pendant cet événement, elle va croiser Chain, qui est un auteur à succès, et il s'avère que ces deux personnages se connaissent. Personne n'est au courant, mais eux le savent très bien. Ils se sont connus il y a 15 ans de ça. Comment vous dire? Je l'ai commencé hier soir, je suis à 100 pages. J'adore le ton. Dès le début, j'ai ri puisque il y a beaucoup d'autodérision de la part de l'autrice, il y a beaucoup d'autodérision envers la romance, et il y a une place qui est donnée à la présence des personnalités noires dans l'espace public. C'est-à-dire que lorsqu'on est écrivain et qu'on est noir, eh bien on demande de faire des récits en tant qu'oppressé qui revendiquent ses droits. Sans qu'on puisse écrire, par exemple, des 50 Shades of Grey qui soient totalement dénués d'opinion politique. Là encore, avec beaucoup de cynisme, avec beaucoup de sarcasme et beaucoup d'humour. J'adore les deux personnages. Il y a de la profondeur, dans leur relation, dans la vision qu'ils ont de l'un et l'autre. Il y a des questions sociales, là encore, et c'est assez intéressant parce qu'elle essaye de décrier cette notion de placement par rapport à la cause raciale, et que pour autant, elle en a tout un discours. Je trouve ça très très bien mené. On s'en reparle sûrement dans un prochain vlog puisque je pense que je vais clôturer celui-ci ici. J'avoue que j'en tourne plusieurs à la fois et je ne sais même plus de quoi je vous parlais antérieurement. Si ce n'est qu'il me semble que je vous avais évoqué, que j'avais terminé le Yasmina Quadra que j'avais tout bonnement adoré. Je crois que celui-ci aussi, je vais beaucoup l'aimer. Donc de toute façon, je vous en parlerai, que ça soit dans un autre vlog sûrement et dans le bilan du mois certainement. Je vais m'arrêter ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés dans cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine. Sur ce, ciao!